Donc merci pour nous donner l'opportunité de présenter les travaux cliniques en cours ou à venir du centre de référence syndrome néphrotique. Je me fais la porte-parole de Julien Hogan qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, il est à l'étranger. Et je suis handicapée. Et donc, je vais vous reparler de ce projet dont un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu parler. Rituximab, c'est une étude qui propose d'évaluer l'efficacité et la tolérance des immunoglobulines associées aux perfusions de rituximab dans le syndrome néphrotique corticodépendant à début pédiatrique. Et donc, c'est un projet qui est porté par Julien Hogan. Donc, rapidement, vous connaissez déjà le contexte. 60% des syndromes néphrotiques cortico-sensibles de l'enfant sont en fait corticodépendants. Et quand on a un syndrome néphrotique corticodépendant, on est parti pour une maladie prolongée avec donc un risque d'évolution prolongée et d'une exposition à un certain nombre de traitements immunosuppresseurs pendant plusieurs années. Et en fait, on peut séparer les immunosuppresseurs en deux catégories, de façon un peu caricaturale, les immunosuppresseurs qui ont une action suspensive, qui vont permettre de réduire la fréquence des rechutes, d'arrêter la corticothérapie quand on est sous traitement, mais qui malheureusement sont associés à un risque de rechute important à l'arrêt de ces traitements, et puis des immunosuppresseurs qui vont avoir un effet rémanent comme le cyclophosphamide, mais dont l'utilisation va être limitée par la toxicité, et puis plus récemment le rituximab. Il ne faut pas que je m'approche. Pardon. Donc le rituximab, vous connaissez ces études qui ont montré l'efficacité. Donc on l'utilise, la première observation c'est 2004, il y a eu un certain nombre de séries cliniques qui ont été rapportées, et puis cette étude japonaise en 2014 qui démontre l'efficacité contre placebo chez des patients qui ont un syndrome néphrotique traité par immunosuppresseurs avec un arrêt des immunosuppresseurs sur 3 à 6 mois, et puis cette deuxième étude qui concerne des patients qui sont à ce moment-là seulement sous corticothérapie et donc aussi contre placebo, et donc on voit qu'on peut que la survie sans rechute est bien plus importante dans le groupe rituximab. Mais quand on regarde ce qui se passe à un peu plus long terme, et ben en fait les patients rechutent, et donc il y a le suivi à près de 5 ans des patients de l'étude japonaise qui montre qu'en fait 94% des patients rechutent, et puis qu'au dernier suivi il y en a plus de 3/4 qui sont à nouveau qui sont toujours sous immunosuppresseurs oraux. Et puis dans l'autre étude que je vous ai montrée, à 2 ans, le taux de survie sans rechute, il est de 1/3. Actuellement, finalement, le protocole d'utilisation du rituximab qui donne les meilleurs résultats, c'est de maintenir une déplétion prolongée en faisant des réinjections de rituximab. Et puis, donc, il y a cette publication d'Anne-Laure avec 30 patients qui avaient une déplétion prolongée plus de 15 mois. Et puis, une série non publiée des patients de Robert Debré, où on les a séparés en 2 groupes, ceux qui avaient une déplétion B prolongée de plus de 12 mois, et puis ceux qui avaient une déplétion B de moins de 12 mois. Et on voit qu'on a une meilleure réponse, et c'est finalement les meilleurs résultats actuellement avec le rituximab chez des patients qui ont une déplétion B prolongée, parce qu'à 7-8 ans de ce traitement, on a 2/3 des patients qui sont sans rechute. Mais la déplétion prolongée expose à un certain nombre de complications, en particulier infectieuses, et puis aussi à des risques d'avoir des hypogammaglobulinémies prolongées au décours. Et donc, on cherche un protocole de traitement qui pourrait éventuellement être aussi efficace, mais qui exposerait à moins de toxicité. Et c'est là qu'on se pose la question des immunoglobulines intraveineuses. Donc, les immunoglobulines, elles ont tout un tas d'actions à la fois sur l'immunité innée et sur l'immunité adaptative. Les immunoglobulines, elles ont en particulier une action sur les lymphocytes B. Alors, dans les maladies auto-immunes et les maladies à auto-anticorps, il y a un effet probablement direct de neutralisation ou d'augmentation de la clairance des auto-anticorps pathologiques. Et puis, il y a des effets cellulaires qui expliquent qu'il y ait un effet rémanent, même plus prolongé que la demi-vie des immunoglobulines. Et donc, on a fait l'hypothèse que d'ajouter des perfusions d'immunoglobulines à forte dose permettrait d'avoir un effet synergique du rituximab et des immunoglobulines sur les lymphocytes B, tout en éventuellement réduisant la toxicité, en particulier le risque infectieux. Donc on s'est basé sur
un travail pilote qui a été mené à Robert Debré, où il y a donc dans cette analyse-là 28 patients traités par rituximab et immunoglobuline, donc une injection de rituximab et à ce moment-là 6 cures mensuelles d'immunoglobuline de M0 à M5, et on les a comparés à des patients qui n'avaient reçu qu'une injection de rituximab, et donc voilà, on a nos deux populations, et donc je vous laisse regarder la courbe à gauche qui est du coup une courbe de survie sans rechute qui est ajustée sur les traitements que les patients recevaient et aussi sur la déplétion, et on a une meilleure survie sans rechute dans le groupe rituximab et immunoglobuline. Du coup, ça a conduit à un projet de PHRC qui a été retenu au PHRC national, donc déposé par Julien, dont l'objectif est de démontrer l'efficacité de l'association rituximab et immunoglobuline contre rituximab seul en traitement du syndrome néphrotique corticodépendant. Le critère de jugement principal, ça sera le taux de rechute dans chaque groupe à 2 ans. Les critères d'inclusion, c'est les syndromes néphrotiques corticosensibles à début pédiatrique et corticodépendants, définis par une rechute sous corticoïde ou dans les 15 jours qui suivent l'arrêt, et aussi une définition plus large avec des patients qui sont au long cours sous immunosuppresseurs. Et les patients devront être en rémission au moment de la randomisation. On ne prévoit pas d'inclure les corticorésistants, et puis on n'inclura que des patients qui sont naïfs de rituximab. Donc c'est une étude qui prévoit d'inclure 90 patients, 45 dans chaque groupe, avec une période de recrutement de 12 mois sur 20 centres en France. Donc sur la base de vous avez été sollicité et vous avez répondu. Et donc le design de l'étude, ça sera une perfusion de rituximab à 375 mg/m² et 5 perfusions d'immunoglobuline. Puis dans le bras contrôle, juste une perfusion de rituximab. Les traitements oraux seront arrêtés à 2 mois, c'est ce qu'on fait dans notre pratique et ce qui était déjà fait dans les séries pilotes et les patients qui avaient du rituximab seul. Et puis les enfants ou les jeunes adultes sont suivis selon les dates là que vous voyez. Donc Julien est en train de finaliser les aspects réglementaires et son protocole, et ça devrait démarrer dans le milieu de l'année. Voilà, je vous remercie.